Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette énième édition du Speedbooking, nous recevons donc Monsieur Placide Foundi Moutabazi, qui est l'auteur donc d'un nouvel ouvrage. C'est pas son premier, c'est son nouvel ouvrage qu'il a donc publié aux éditions Essibla. Et le titre est donc Essai sur le champ de force quantique en lien avec la pierre de Shabaka. Donc nous l'avons aujourd'hui, il est avec nous. Je vous donne un petit résumé. En fait, cet essai a pour mission de montrer que la tradition africaine a dialogué avec la science et réfléchi sur les conditions d'exercice de celle-ci, en l'adoptant bien évidemment à la vérité générale de l'univers. Mais Monsieur Foundi nous en dira davantage. Monsieur Foundi, bonjour. Bonjour Monsieur Foulélé, ravi de me trouver du temps pour que je puisse effectivement discuter et échanger sur cet ouvrage que j'ai écrit. Et je vais commencer tout simplement par les présentations. Donc moi c'est Placide Foundi Moutabazi, je suis rwandais, j'ai 42 ans et j'exerce une profession d'ingénieur. Par le passé j'ai fait des études de physique et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les systèmes magnétiques. Et donc, par rapport à cela, j'ai eu quelques expériences en termes de laboratoire, où je me suis retrouvé au CERN, où j'ai travaillé sur les supraconducteurs et donc le collisionneur de particules, et aussi donc à Berkeley aussi, où j'ai expérimenté sur les hauts champs de force électromagnétique. Et donc, actuellement, comme je vous dis, je suis un ingénieur et j'exerce cette profession donc ici à Sciences. Donc, pour ce qui est de mon ouvrage, en fait, je vais donner juste un aperçu, c'est-à-dire que pour que vous compreniez d'où m'est venue l'idée, c'est-à-dire que ça fait quelques années en ce moment que je discute avec le doyen Mbong Bassong. Et Mbong Bassong, en fait, dans ses écrits, dans ses œuvres qu'il partage, il invite la jeunesse africaine à prendre à bras le corps les problèmes scientifiques. C'est-à-dire que non seulement il a vulgarisé les notions donc de science et de métaphysique, mais en plus il invite la jeunesse africaine en général pour qu'elle puisse apporter sa propre perspective sur les questions qui sont des paradoxes actuels en physique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions en physique, que ce soit en physique quantique ou en cosmologie, qui ne sont pas résolues. Par exemple, en physique quantique, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc, je parle dans mon ouvrage où je montre que deux particules qui sont deux particules en connexion, puis qui sont éloignées à 1 milliard d'années-lumière l'une de l'autre. Une fois qu'on touche la particule 1, la particule 2, effectivement, agit en même temps. C'est-à-dire quand on touche le spin, l'autre particule aussi ajuste son spin. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, il y a une communication directe qui dépasse même celle de la vitesse de la lumière. Donc il y a des paradoxes comme ça, que ce soit aussi la matière noire, 95% de la matière est invisible. On ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas par nos instruments actuels à pouvoir détecter cette matière, à savoir par quoi elle est composée. Et donc, tous ces problèmes en physique m'ont amené après mes études donc de physique, je me suis, grâce encore une fois aux œuvres de Mbong Bassong, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que la tradition africaine, qu'est-ce que la tradition du Rwanda ancien dit sur ces problèmes, dit sur la nature de l'univers, la nature du cosmos, sur les expériences qu'on fait tous les jours. Et donc, pour commencer, c'est-à-dire comprendre la tradition, je me suis intéressé d'abord à ma langue. Parce que j'ai compris une chose fondamentale, c'est que les langues que nous parlons sont dans les langues bantoues, que j'appelle des langues bantoues parce que nos langues sont issues en fait donc du berceau de l'origine de l'homme, c'est-à-dire l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest. Ce sont ces populations qui ont émigré et qui ont peuplé toute l'Afrique, ça va de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Ouest. Donc ces langues bantoues qu'on parle, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas millénaires, elles sont plusieurs fois. Il faut compter des centaines de milliers d'années. C'est-à-dire que ce sont des langues qui sont de manière,
qui peuvent être signifiées à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'elles portent en elles, non seulement, pour commencer, comme on dit chez nous, la numération, c'est-à-dire que le fait de compter 0, 1, 2, 3 dans nos langues, ça, pour moi, c'est la base des mathématiques. Pour moi, la base des mathématiques, c'est l'addition, la soustraction. L'addition et la soustraction. Ça veut dire ça, nous avons déjà ça dans nos langues. Et nous retrouvons aussi par les artefacts qu'on a pu trouver, par exemple, l'os d'Ishango, qui est dans le monument, dans l'artefact exposé au musée de Tervuren à Bruxelles. Donc, c'est-à-dire que nos langues sont avant tout, sont d'abord des langues scientifiques. C'est-à-dire qu'elles encodent en elles la science, la métaphysique, la littérature et surtout la cosmologie. C'est-à-dire quoi la cosmologie? Ça veut dire que quelque chose que j'ai trouvé, encore une fois, en m'intéressant à la tradition du Rwanda ancien, j'ai remarqué que il y a un abbé qui s'appelle l'abbé Alexis Kagame qui a écrit des livres sur la tradition rwandaise, sur la poésie dynastique du Rwanda ancien. Et il énumère les différents poèmes dynastiques. Et en fait, en étudiant les poèmes dynastiques, je me rends compte que ce sont des poèmes très symboliques, mais qui parlent d'une chose fondamentale, qui parlent des astres. Ça veut dire qu'en fait, quand on remonte même à l'Égypte antique, toute la science commence par l'astrologie, l'étude des astres. C'est-à-dire comprendre comment les astres affectent le quotidien des êtres humains et par-delà à commencer l'agriculture. C'est-à-dire on sait à quel moment planter les graines, on sait à quel moment récolter les graines, on sait à quel moment arroser. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre l'espace, l'environnement dans lequel on vit. Et donc nos langues, en fait, elles portent ces sciences-là. Et le but, c'est d'essayer de puiser c'est-à-dire dans ces enseignements-là pour décrire l'univers, le cosmos dans lequel on vit. Juste pour recommencer, par exemple, par rapport aux langues, quand je parle dans mon livre, je donne un exemple qui est la numération de 0 et 1. 0 qu'on dit, que j'appelle Ubusa, et 1 que j'appelle Rimno. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le 0 et 1, l'électronique moderne est basée sur le 0 et 1. C'est-à-dire que, par exemple, dans les systèmes magnétiques, quand on encode l'information est codée en forme de 0 et 1. C'est-à-dire que on aligne le champ magnétique dans une direction, c'est-à-dire en pointant dans une direction, ça fait le 0, et dans la direction opposée, ça fait 1. C'est-à-dire c'est comme ça comme on encode ce qu'on appelle les mémoires magnétiques. Et c'est comme ça comme on arrive à lire les mémoires magnétiques sous forme de 0 et 1. Ça veut dire que ces deux éléments sont les blocs fondamentaux de la création du cosmos. Que ce soit dans les applications électroniques et même que ce soit dans la métaphysique. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, juste pour signifier une chose importante, c'est-à-dire que dans nos langues, quand on compte de 0 à 9, on compte, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont les noms des divinités, des génies tutélaires. Ça veut dire que le fait juste de compter de 0 à 9, c'est une forme de méditation, par exemple. Mais c'est une forme de méditation active, parce qu'en fait, on met en mouvement les forces de l'univers. Encore une fois, ça c'est quand on passe sur le côté métaphysique. C'est-à-dire les initiés, c'est-à-dire les anciens, qui comprennent, qui savent mettre en mouvement les forces de l'univers, se basent sur ce qu'on appelle l'arithmétique ou sur base sur les nombres de 0 à 9. Et Bambachang en parle effectivement même dans ses ouvrages, comment effectivement ces nombres sont importants. Et donc moi, dans mon ouvrage, en fait, je commence par décrire ce qu'on appelle le champ de force quantique. Pour moi, le champ de force quantique, c'est pour expliquer que comme la lumière est composée d'un champ électromagnétique, c'est-à-dire que c'est le champ électrique et le champ magnétique qui se propagent d'une certaine direction, qui donne la lumière. Ce n'est pas moi qui le suppose, c'est les études physiques démontrent que les particules aussi sont des vibrations, des excitations de ce champ de force quantique. Ça veut dire que c'est comme si on baignait dans un champ quantique, et donc les particules, c'est ce que la théorie excusez-moi d'être un peu technique, mais c'est ce que la théorie des strings, la théorie de cordes explique, que faire vibrer les champs de force crée des excitations qui mettent en marche les particules élémentaires.
Mais moi, dans mon ouvrage, le but, d'essayer de montrer, d'essayer de démontrer ce genre de propos. Mon ouvrage consiste à montrer que, en partant sur les paradoxes ou sur les problèmes qui existent actuellement en physique moderne, c'est-à-dire, encore une fois, je vous ai parlé de l'intrication quantique, je parle aussi de la superposition, c'est-à-dire que quand on mesure, par exemple, quand on envoie de la lumière c'est-à-dire qu'il y a les fonds, ça s'appelle les fentes Young. On envoie de la lumière sur deux fentes et quand on observe, on voit tantôt des particules, on voit tantôt une onde. C'est-à-dire qu'il y a une forme de superposition. Donc, il y a des problèmes fondamentaux qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on est limité non seulement par les modèles mathématiques qu'on utilise, mais aussi on est limité par notre compréhension de l'univers. Parce que ce que la physique moderne a fait depuis les derniers siècles, depuis Newton, c'est-à-dire c'est de la physique classique. C'est-à-dire que on s'intéresse au matériel. Voilà. On s'intéresse à l'action matérielle. C'est-à-dire que à chaque force égale une force égale et opposée. C'est-à-dire que on s'intéresse à tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut quantifier, tout ce qu'on peut mesurer. Et comme je vous ai dit au départ, 95% de l'énergie est une matière noire. Ça veut dire qu'il y a un gouffre entre ce que nous percevons et ce qui est mesurable. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est obscure, dont nos instruments n'arrivent pas à mesurer. Et c'est ça le paradoxe. C'est ça qu'il faut. Pour moi, c'est là le champ des possibles. C'est-à-dire que à partir du moment où nos ancêtres de la vallée de Nil, les Égyptiens, ils avaient compris cette chose-là parce que pour eux, l'univers reposait sur la masse, c'est-à-dire la justice et l'équité, c'est-à-dire sur l'ordre. Et dans leur cosmogonie, ils parlent de Seth et Osiris. Et comme le montre Bang-Basson, Seth et Osiris, en fait, c'est le jeu qui existe entre l'ordre et le désordre. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu un excédent d'ordre dans le cosmos, dans l'univers, que l'univers s'est organisé. Et ce à quoi nos ancêtres de la vallée du Nil ont toujours insisté, c'est qu'il faut toujours aller vers l'ordre. Il faut toujours faire des choses pour que l'ordre puisse exister dans le cosmos. Et c'est notre héritage. Et c'est par rapport à ça aussi que mon livre ou mon livre essaie d'apporter un peu de lumière. C'est-à-dire qu'il faut essayer dans sa réflexion, dans son questionnement, d'essayer d'apporter plus de lumière et essayer d'écarter les ténèbres. Et donc, face aux questions donc de la physique quantique, par mes propres expériences, je remarque qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. C'est vrai qu'il y a c'est vrai que, par exemple, quand je parle donc de la numération du 0 et du 1, où je montre que tout émerge par émanation, que le cosmos émerge par émanation, on peut pas le démontrer ça. Mais par contre, comme je dis, c'est dans nos langues qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que l'univers émerge par émanation. C'est-à-dire que c'est le démiurge qui se crée lui-même et après créer l'univers. C'est-à-dire que c'est de lui que vient la création et c'est de lui, c'est de lui-même qu'il sort pour émerger dans le cosmos. Et donc, tout le propos de mon ouvrage est vraiment de revenir à ces traditions, à nos traditions antiques, à nos langues, pour essayer d'apporter plus d'ordre, plus de lumière dans les problèmes fondamentaux auxquels on est confronté en physique moderne, auxquels on est confronté dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas normal pour moi, ce n'est pas normal que nous, Africains, soyons muets par rapport aux défis que l'humanité fait face. Et je pense qu'on a notre pierre à apporter, mais pour ça, il faut se faire confiance. Pour ça, il faut se dire que nous avons été aux mêmes écoles, nous avons été à l'école, nous avons tous appris les mêmes fondamentaux, et on a notre pierre à apporter. Mais pour cela, il faut que nous puisions dans nos traditions. Et nos traditions, en fait, elles demandent à être étudiées. Nos traditions demandent à être explicitées. Et donc, comme je vous disais, dans nos traditions sont encodées les vérités indépassables. Voilà. C'est-à-dire que, au travers de nos traditions, nous trouvons des ressources pour pouvoir nous propulser vers l'avant. Pour moi, quand je vois la crise actuelle donc de la science moderne,
que ce soit en physique, que ce soit en philosophie, c'est la crise du matérialisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé par exemple, parce que les expériences que je faisais au CERN il y a plus de 10 ans de cela, où on bombarde de la matière. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre la matière, il faut bombarder la matière. C'est-à-dire que plus on la bombarde, plus on trouve des particules et plus on trouve d'autres particules. Mais là, c'est une, comment dire, c'est une méconnaissance de ce que c'est que la matière et ce que c'est que l'énergie. Parce que nos ancêtres comme je dis, de l'Égypte antique, ce sont nos ancêtres à tous, eux, ils étaient partis sur le principe de l'esprit. Ça veut dire, il faut d'abord concevoir les choses au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, il faut percevoir le monde dans son esprit, comprendre les contradictions qui sont en nous pour qu'on puisse apporter quelque chose dans la compréhension du cosmos. D'où la sagesse plusieurs fois millénaire qu'ils ont apportée, d'où cette volonté de graver dans les pierres, de graver dans les pierres ces vérités éternelles. Et c'est pour ça qu'on appelle Médinéter. Moi, je dis, les gens appellent ça des paroles divines, mais je dirais plutôt sont des vérités éternelles. Et pourquoi symbolique? Parce que quand on fait face, si vous avez été donc voir les pyramides, si vous avez été voir donc les stèles et tous les, euh, tous les pictogrammes qui sont gravés sur les monuments, c'est-à-dire que cette vision réveille en nous des mémoires ancestrales. C'est ce que j'expliquais dans mon livre. Dans mon livre, j'explique, enfin, dans l'introduction, je dis que c'est par ce paradoxe c'est un paradoxe, c'est par ces guerres incessantes en Afrique centrale qui m'ont poussé, qui ont ouvert mes mémoires ancestrales et qui m'ont poussé à aller rechercher la vérité au-delà de tout ce que j'ai appris, au-delà de tout ce que j'ai expérimenté, mais pour que je puisse trouver les vérités, comme je dis, que j'appelle des vérités éternelles. Et c'est ça qui anime mon travail, c'est ça qui anime mon œuvre. Et comme je dis, je suis le pas de Mbongba Song, de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire des savants qui se sont mis en mouvement pour qu'ils puissent apporter encore une fois plus d'ordre dans le désordre ambiant dans lequel nous baignons. Et donc, par rapport à ça, c'était un esquisse pour expliquer un peu l'idée du livre. Donc, l'idée du livre, c'est vraiment apporter un peu d'ordre, apporter de la lumière à mon humble niveau. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que la tradition peut nous indiquer par rapport à ça? Et la tradition, ce qu'elle indique, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, la tradition, que ce soit du Rwanda ancien, ou la tradition des Dogons, ou la tradition des autres peuples africains, elle demande à ce que on puisse s'intéresser à elle. C'est-à-dire que nous devons faire un travail réflexif. C'est-à-dire, au lieu de faire un travail où nous allons vers l'extérieur, nous essayons de bombarder la matière, questionner la matière, nous devons faire un travail réflexif qui consiste à rentrer en nous-mêmes et questionner les principes fondamentaux qui agissent en nous, qui nous gouvernent et qui gouvernent le cosmos. Et c'est ça mon intention juste après dans les travaux que j'essaie d'effectuer et que je continue d'effectuer. Donc voilà, si je peux m'arrêter là. Très bien. Mais en tout cas, vous avez été très clair et c'est très explicite. En tout cas, votre démarche est louable. Elle est louable en ce sens que, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a dans le milieu africain une opposition entre guillemets, des camps qui s'opposent. C'est-à-dire que vous avez parlé on est bien dans le domaine de la science. Et justement, vous essayez de faire le parallèle, le lien entre la science et la tradition. La tradition, d'autres parlent de spiritualité et de tout. Alors, le problème, c'est que on oppose science et tradition. Et vous parlez de l'Égypte antique. Là aussi, je pense qu'il y a la question du vocabulaire. Parce que justement, d'une part, on parle de science, de l'autre, on parle de tradition. Et c'est là que peut-être votre travail serait intéressant parce qu'il permettrait justement de montrer de ce mot qu'on dit tradition, l'aspect scientifique, justement. Je peux juste ajouter quelque chose? Mais bien sûr, bien sûr. En fait, si, quand on regarde la science moderne, c'est-à-dire la science
qui a commencé, qui n'a pas commencé, mais qui a été propulsé avec Newton et tous les autres philosophes et tous les autres chercheurs. En fait, ils ont détaché deux choses. Ils ont, comment dire, ils ont décorrélé la science et la métaphysique. Et ils ont laissé la métaphysique pour des illusionnistes ou des rêveurs. Et eux, ils se sont dit, non, on va travailler sur les sciences dures. Et c'est ça la différence. La différence avec nos ancêtres de la vallée du Nil, c'est que pour eux, la science et la métaphysique est imbriquée. C'est-à-dire que le profane et le sacré sont liés l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand Newton nous parle de la mécanique classique, pour un initié, c'est du profane, parce que c'est quelque chose que je peux apprendre à mes enfants, que je peux apprendre aux élèves. Mais après, comprendre que quand la mécanique classique parle des forces qui agissent et des forces qui réagissent, ça, l'initié, quand je parle d'initié, je parle de nos vieux des villages, ils comprennent les forces qui meublent l'univers. C'est-à-dire au-delà juste de comprendre qu'à chaque force, il y a une force égale et opposée, on peut comprendre qu'il y a des forces, des énergies qui permettent aux choses qui meublent la matière. Et c'est ça le côté que l'Europe, je dirais, parce que ce sont surtout les Européens qui ont parlé enfin, qui ont commencé à s'intéresser à ces choses-là, enfin, qui ont commencé, la science moderne, je comprends bien, c'est-à-dire qui date du 15e, 16e siècle. C'est-à-dire que ils ont, parce qu'ils n'avaient pas de parce qu'il y avait une méconnaissance de la métaphysique. Pourquoi? Parce que la métaphysique, elle implique l'invisible. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le paradoxe, il est venu d'où? On observe la matière, on voit les protons, et on se rend compte que l'incertitude d'Eisenberg qui te dit que on ne peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule en même temps. Ça veut dire qu'en fait, les particules occupent un espace, mais elles occupent un espace et on ne parle plus de précision. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'elle est là ou là, on dit qu'il y a une probabilité de présence. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de quantitatif à quelque chose de probabiliste. Et ça c'est quelque chose qui pose un problème parce que nous voulons connaître les choses. C'est-à-dire que nous voulons savoir qu'est-ce que c'est qu'une chose. Mais le problème, c'est que vouloir connaître qu'est-ce qu'une chose, comme l'a fait la science moderne, c'est-à-dire c'est du réductionnisme. Alors que nos ancêtres, alors que nos chercheurs, Imhotep et tous les autres grands chercheurs, le scribe Hamès, pour eux, c'est holistique. Connaître une chose ne peut pas être départagé entre sa chose matérielle et sa chose immatérielle. Hein? Les Dogons de la vallée du Bundiagara, ils disent bien que nous sommes des êtres gémellaires. Ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui est visible, mais il y a une autre partie en nous qui est immatérielle, qui est restée chez Hama, quoi, chez le démiurge. C'est ça c'est là la force, c'est là la pertinence de la science des Dogons et de nos sciences traditionnelles, parce qu'elle montre qu'il y a une partie immatérielle, une partie invisible, une partie non palpable, non quantifiable, qui est en corrélation avec tout, qui fait un tout holistique. Voilà. C'est-à-dire comme je dis, quand on étudie une chose, il faut étudier le tout et non pas faire ce que Descartes a fait, le réductionnisme, où on étudie que ce qu'on voit, que ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut bombarder, ce qu'on peut analyser. Et ça, c'est de là que naît la crise des sciences modernes. Parce que la crise des sciences modernes se rend compte qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Mais quand on étudie l'électron, on se rend compte que ce que les physiciens modernes n'arrivent pas à dire, l'électron a une pensée, l'électron a une âme. C'est, si on dit ça à un physicien moderne, il va vous dire, vous exagérez, vous faites du vaudou, vous êtes vaudouisant. Non, c'est pas vaudouisant. C'est-à-dire que les particules élémentaires, c'est-à-dire que les particules élémentaires baignent dans un champ morphogénétique, dans un champ de force quantique, et ces particules sont vivantes. Hein? C'est-à-dire que même si nous faisons des mesures sur ces particules, nous mesurons les probabilités de présence, ces particules ont une partie qui est vivante et qui n'est pas palpable. Et c'est là que les sciences modernes sont perdues. Et c'est là que je dis
que la tradition antique, la tradition des peuples premiers peut apporter des connaissances indépassables. C'est-à-dire que ça peut apporter des connaissances nouvelles dans la compréhension des sciences modernes. C'est-à-dire que la tradition des Dogons, les Dogons ont montré, ils ont montré la présence de Sirius B, l'étoile qui tourne autour de Sirius A, chose que les astronomes modernes n'avaient pas vue, qu'ils ont vérifié récemment dans les années 60. C'est-à-dire que nous sommes l'Africain, c'est-à-dire l'Africain, moi j'aime bien dire les peuples premiers parce que nous sommes les peuples premiers. L'Africain, par ses connaissances plusieurs fois millénaires, doit apporter, c'est-à-dire c'est un impératif catégorique, nous devons apporter notre pierre dans la construction du monde de demain. On ne peut pas dire que le monde est seulement construit par les Occidentaux, par les Asiatiques, non. Chacun sur la table, sur la table du donner-recevoir, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on pourra favoriser l'avènement de plus d'ordre et moins de désordre dans le cosmos, dans l'univers et dans le monde dans lequel on vit. Et donc, ce que je disais par rapport à ça, ce que vous pointez, c'est que nos traditions baignent dans la métaphysique. Parce que l'immatériel est la plus grande partie, en fait, de tout ce qui nous entoure. Notre vue à elle-même. Nous voyons que 5% du spectre visible. 5%. Ça veut dire qu'il y a 95% du spectre que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester sur les principes de Descartes, qui dit que je pense donc je suis, basé sur un principe réductionniste, que parce que je ne vois que ça, qu'il n'y a que ça. C'est absolument absurde. Il y a plus que. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une infime partie de ce qui existe. Ce qu'on connaît, c'est une infime partie de ce qui existe. Ce qu'on peut mesurer, c'est une infime partie de ce qui existe. Et donc, il faut apporter une approche holistique. Et ça, il y a un grand savant français qui s'appelle Edgar Morin, il parle de la complexité. Et la complexité, effectivement, il dit finalement, les peuples, il le dit dans son ouvrage, il dit en fait, les peuples qu'il appelle indigènes ou premiers, il dit, les peuples, ils avancent dans ce qu'on appelle la coopération. Et ça permet de renforcer le groupe. Alors que les peuples modernes, eux, ils sont dans la compétition. Et ça crée des clivages. Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que les Africains, c'est les peuples premiers, est encodé en nous la connaissance de l'univers. Mais il faut faire l'effort de pouvoir apporter des explications, une réflexion réfléchie, une réflexion critique par rapport à tout ce qu'on sait, par rapport à tout ce qu'on a appris. Parce qu'encore une fois, il y a plus. Ce qu'on sait n'est qu'une infime partie de ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ignorance que de savoir. Et c'est là le devoir de chaque Africain, c'est de dire, là où je suis, je peux apporter quelque chose. Non seulement pas que pour moi, parce que c'est pour les générations qui nous suivent, pour nos enfants, pour qu'ils puissent se rendre compte que le domaine de la science n'est pas réservé qu'à une certaine élite. Beaucoup de scientifiques, par exemple, dans nos villages, il y a nos vieux qui peuvent faire des choses incroyables. Pourtant, ils ne connaissent pas la physique quantique. À nos vieux qui peuvent faire des déplacements. Bon, après ça, on me dira que c'est des zombies. Mais ils peuvent faire de la télépathie, c'est-à-dire parler à des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Ils peuvent faire des déplacements instantanés. C'est de la science. Mais même si pour eux, ce sont des traditions. Mais c'est de la science. Et il faudrait, à un moment donné de notre évolution, c'est à un moment donné de l'évolution de l'Afrique moderne, il faudrait mettre en laboratoire ces sciences qu'on appelle ces sciences, comment dire, sciences interdites, quoi, je dirais. Parce que la chrétienté, le christianisme, l'Église a interdit toutes ces choses en les classifiant de profanes ou de sorcellerie. Alors, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la science. Mais c'est juste que ça ne correspond pas aux principes auxquels nous travaillons. Et c'est pour ça que c'est quand même notre devoir de dire, si on doit apporter quelque chose, sur la table du monde, c'est apporter ces choses-là, ces connaissances-là. Quand on va, par exemple, quand je lis écrit les Gabon, quand on va au Gabon et qu'on a accès à l'ibogaï, à la plante qu'on appelle l'ibogaïne, qui permet
de voir des mondes parallèles. Ça, ce sont des choses concrètes. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on accepte et qu'on arrive à sortir de notre confort moderne et nous dire, voilà, il y a l'intelligence artificielle qui est en mouvement. Avec l'IA, on peut faire des choses incroyables. Il y a l'ordinateur quantique qui arrive. Et bon, je pense que c'est l'Africain, c'est l'Afrique qui peut apporter la marque dans toutes ces choses-là. C'est-à-dire la marque, dans la vérité, la justice, dans la formulation et dans l'application de ces choses-là. Parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle n'est pas régulée. Pour l'instant, nous nageons dans l'intelligence artificielle. Mais à un moment donné, il faudra réguler les choses. Donc, ce vers quoi moi j'appelle, c'est vraiment, j'appelle à plus de, il faut qu'on s'investisse et qu'on apporte, qu'on puisse dans nos traditions et qu'on apporte des choses qui sont pour l'instant méconnues. Voilà. Bon, effectivement, vous avez parlé des guerres Morin, d'ailleurs qui a beaucoup influencé les travaux de Bang Bassang, hein, sauf erreur de ma part. Mais justement, je pense que des personnes comme vous, justement, qui êtes des scientifiques avérés, puisque vous êtes ingénieur, ce serait bien justement que vous puissiez, vous, faire le pont entre vous qui maîtrisez la science, entre guillemets, dite moderne, occidentale, et cette tradition que vous dites elle aussi scientifique. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans la tradition, les Dogons vont poser des actes que nous, après, en regardant, on va dire, mais c'est scientifique ce qu'ils ont fait là. Ou des fois, on va observer, c'est impressionnant, on n'arrive pas à l'expliquer. Peut-être que vous, justement, enfin, du moins, eux ne pourront pas l'expliquer dans les termes scientifiques, entre guillemets, modernes. Mais justement, vous, peut-être, allez pouvoir faire ce pont entre la tradition. Donc, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Mais ça doit venir de nous, ça doit venir de vous, scientifiques africains, d'aller vers ce qu'on appelle les traditionalistes, mais qui, au fond, sont des scientifiques également. Et donc, il faut qu'il y ait ce dialogue, je pense. Hein. Qu'en pensez-vous? En fait, c'est une bonne question que vous posez. Vos propos sont assez justes, mais il faut comprendre une chose, c'est que en Afrique, dans l'Afrique profonde, il y a ce qu'on appelle des initiés. Or, les initiés ne partagent leur savoir que quand ils reçoivent la bénédiction de la part du Demiurge ou de la part des ancêtres pour dire on va partager le savoir qu'on a gardé pendant des millénaires pour que le monde puisse connaître ce savoir-là. Il faut savoir que quand Marcel Griol allait voir les Dogons, c'est après beaucoup de tentatives que le chef Dogon a révélé ce genre de connaissances. Ça veut dire que il est une chose que d'aller vers nos initiés et de leur dire de faire un échange ou un dialogue. Mais je pense que d'après ma compréhension, ma demande de compréhension, nos initiés veulent des gens qui soient d'une part humbles et que le temps soit opportun pour pouvoir transmettre ce savoir-là. Parce qu'il faut savoir que l'Église catholique, les églises ont longtemps pourchassé ces initiés et ils en ont fait beaucoup parce qu'ils avaient des connaissances, ils avaient des sciences qui dépassaient leur entendement. Et ce que je veux dire par là, je veux dire que nous, ce que nous pouvons faire, comme vous dites, c'est-à-dire que nous qui avons accès à la science moderne, nous pouvons aller vers ces initiés-là et dialoguer avec eux. Mais Bambassong le fait déjà. Bambassong est un initié donc de la tradition du Bambok, Bambassa. Et lui, il arrive encore une fois à porter, encore une fois, c'est grâce à son initiation, grâce à ses connaissances scientifiques, qu'il arrive à proposer des nouvelles perspectives par rapport à la science moderne. Et ça c'est quelque chose de très fondamental parce que lui, il est dans les deux mondes. Là, il a ses pieds en Afrique et là, sa tête dans la science moderne. C'est un peu plus difficile pour nous autres qui sommes de la diaspora parce que il faut avoir cette capacité à ce que je pense la tradition africaine demande, c'est qu'il faut passer les épreuves. C'est-à-dire que on peut pas, vous êtes qui pour qu'on vous dise les sciences cachées de l'univers. Non, il faut être d'une part humble et il faut d'une part être dans le temps opportun pour recevoir ces choses-là. Mais je pense que
si nous poursuivons le chemin que fait Bongbasson, si nous poursuivons le chemin d'autres grands chercheurs, je pense que petit à petit, on peut, comme une toile, on peut petit à petit apporter, tisser la toile du cosmos, apporter ces petites connaissances qui feront bouger les lignes, en fait. Et d'abord, il faudrait aussi que nos pays aient la paix. Hein, parce que le problème de nos pays, c'est que nos pays baignent dans une pauvreté immense. Hein, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que dans ma tradition, dans ma langue, on dit avant de demander à quelqu'un quelque chose, assure-toi que son ventre est plein. Assure-toi qu'il n'a pas soif. Assure-toi qu'il est mangé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de vouloir faire un dialogue entre la science, les traditions antiques et la science moderne. Il faut déjà apporter, il faut déjà mettre un environnement, un environnement positif, hein, un environnement où chacun peut trouver sa place. Et c'est ça que nos dirigeants, je pense, doivent faire, c'est-à-dire permettre que puissent éclore dans nos environnements comment dire, des académies, par exemple, hein, des académies où les anciens vont enseigner aux jeunes. Mais pour ça, il faut que les besoins fondamentaux soient déjà inclus. Et c'est là où en fait, nous sommes limités. Nous sommes limités parce que nous avons des problèmes à plusieurs ordres. On a des problèmes politiques dans nos pays, on a des problèmes de tribalisme, on a des problèmes ethniques, on a des problèmes spirituels, on a des problèmes de connaissance de soi, des problèmes historiques parce que voilà, on a baigné dans la colonisation, dans l'esclavage et on a oublié qui nous étions. Et c'est ça, c'est ce réveil-là que Cheikh Anta Diop est venu nous dire. Vous réveillez-vous parce que vous savez des choses, dans votre ADN est encodé des choses qui existent depuis des millénaires. Mais pour ça, il faut que l'environnement soit favorable. Et c'est ça vraiment qui permettra à ce dialogue, un dialogue fructifiant. Je comprends tout à fait ce que vous dites là, parce que effectivement, un traditionnaliste qui viendrait dans un milieu scientifique, bah, on lui demanderait d'abord d'avoir des prérequis. Donc, il est tout à fait normal également que dans l'autre sens, il ne faut pas forcément qu'on pense que le scientifique, entre guillemets, venant de la science occidentale, peut venir comme ça face à des traditionalistes qui sont d'autres scientifiques d'une certaine manière et venir aborder des thématiques comme ça. Donc là aussi, dans l'ouvrage, vous parlez donc de la force quantique, hein, mais comme vous le dites, en lien avec la pierre de Shabaka. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette pierre de Shabaka? Oui, donc juste pour expliquer pourquoi j'ai fait le lien entre la chambre de force quantique et la pierre de Shabaka, c'est-à-dire que la pierre de Shabaka, c'est une stèle où Ptah, donc le démiurge Ptah, crée, c'est-à-dire par la parole et par la pensée, il crée le cosmos, c'est-à-dire qu'il accouche, je dirais, de Nun et d'Atum. Et donc, dans ma compréhension, pour moi, si je fais ce qu'on appelle un modèle heuristique, où je pose que Ptah est une fonction d'onde. Et donc, une fonction d'onde qui accouche d'une onde corpusculaire qui serait Atum et d'une onde ondulatoire qui serait donc Nun. Et donc, pourquoi je fais ce lien-là? Parce que pour moi, quand je fais le lien avec le champ de force quantique, c'est-à-dire que ce qui permet l'univers, ce qui permet le cosmos, c'est ce que je vous disais, nous baignons dans un champ morphogénétique, qu'on peut appeler champ de force quantique. Avec la lumière, on dit un champ électromagnétique. Là, il y a un champ qui permet l'univers, et c'est ce champ-là qui permet la vie, et qui permet la communication, qui permet à la vie de devenir. Et effectivement, par les rayons cosmiques que nous recevons du Soleil, la vie naît de tout ça, la vie naît de toutes ces interactions-là. Et ce que je veux vous montrer, je veux montrer que la pierre de Shabaka, par l'acte que fait Ptah, le démiurge, au début, par la parole et par la pensée, donc il accouche donc de Nun et d'Atum, c'est-à-dire qu'il accouche l'univers, il accouche
le cosmos par sa pensée. Et c'est ce que je disais. Donc, je disais que le cosmos émerge du démiurge. C'est-à-dire que le démiurge, il advient, et parce qu'il advient, lui-même, il crée, ou je dirais, il se projette dans ce qu'il crée pour que la vie puisse advenir. Et donc, la pierre de Shabaka, en fait, c'est une stèle qui, effectivement, qui montre qui est un ancien hiéroglyphe, qui montre, en fait, que comment Atum deviennent, et tous les autres divinités, les autres Néterou, par de par, de cette série-là, adviennent aussi. Donc, l'idée, en fait, comme je dis, l'idée, c'est de montrer, parce qu'en fait, si vous regardez comment on décrit donc Ptah, comment on décrit Nun, ce sont des ondes comme des ondes ondulatoires, hein, comme on verrait l'eau. Et Atum, c'est un point, comme une corpuscule. Donc, dans ma tête, je me suis dit, mais tout simplement, ça représente une fonction d'onde. Et la fonction d'onde, c'est Ptah. Une fonction d'onde, c'est-à-dire donc c'est ce qu'on appelle dans le terme mathématique, une gaussienne, tout simplement, une probabilité. Et donc, par, par la création, par la naissance ou par l'émergence de cette fonction d'onde, il y a des résultantes, c'est-à-dire il y a des phénomènes, des effets qui naissent de cette émergence-là. Et c'est ce que j'explique par ce modèle heuristique que je pose en montrant comment Nun et Atum émergent de ça. Et donc, en faisant un lien avec donc le champ de force quantique, je montre que les particules, comme je dis, les particules en fait les particules baignent dans ce champ de force quantique-là, et ce sont des excitations. Voilà, le vrai mot, c'est les particules sont des excitations du champ de force quantique. C'est-à-dire que quand on veut étudier la signature d'une particule, on excite le champ de force quantique qui nous donne une certaine particule. C'est pour ça que quand vous faites des expériences, donc quand je racontais bien avant comment j'étais au CERN, j'ai fait des expériences de laboratoire où le but c'est-à-dire qu'on envoie des protons dans deux directions opposées et on les bombarde avec des énergies de haute intensité pour voir quelles particules sont créées à partir de ces collisions de particules. Mais pour moi, bien des années plus tard, je me suis rendu compte que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un verre. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas la forme ou la géométrie d'un verre, on le casse par terre et on se dit que en concassant le verre, en fracassant le verre de encore en plus petites parties, on comprendra ce qu'est le verre en entier. Non, il faut partir d'une idée holistique, il faut partir de la chose elle-même avant de la réduire en ses plus petites parties. Il faut étudier la chose et ses interactions alentour. C'est ce que Edgar Morin dit effectivement. Et là où lui, il va au-delà de la pensée donc de Descartes, où il dit c'est vraiment la complexité dans le sens où il faut étudier la chose et ses interactions. C'est en étudiant les interactions de la chose qu'elle a avec tout ce qui l'environne qu'on arrivera à nous faire une idée de ce qu'est la chose elle-même. Et c'est ça l'idée du livre en fait. L'idée du livre, c'est montrer que la physique quantique est vraiment par ces phénomènes chaotiques ou par ces phénomènes ondulatoires, la physique quantique nous propulse dans la complexité et nous décolle de la physique classique qui est celle de Newton. On est depuis les années 20 avec Einstein et Niels Bohr et tous ceux qui ont commencé, on est rentré dans l'incertitude en fait. Pendant longtemps, on a baigné dans des certitudes comme quoi la table est une table. Mais en fait, quand on va dans la matière, on se rend compte que la table n'est faite que de particules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de table en effet. C'est ce qui rend une table, c'est-à-dire que c'est la fréquence, c'est la vibration à basse fréquence qui donne la forme de la chose. Quand on va à haute fréquence, les choses deviennent lumière, deviennent des photons. Et quand on va à basse fréquence, ça se solidifie. C'est-à-dire que avec la physique moderne, on rentre dans la complexité et c'est comme ça, comme par ricochet, on retombe dans nos traditions antiques qui montrent que la télépathie est possible, qui montrent que la distance, que le voyage, comment on utilise le terme, que le voyage
le voyage direct, quoi, qui ne nécessite pas des avions, est possible, qui montre que en manipulant certains objets, on peut manipuler les énergies d'une personne à distance. Effectivement, c'est ce qu'on retient de tout ça. Mais les traditions sont beaucoup plus profondes parce que en elles-mêmes, elles ont les graines du devenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste s'intéresser aux effets, il faut aller au-delà et comprendre qu'est-ce qui tisse tout ça en une chose. Et c'est ça le travail des scientifiques, c'est ça le travail des traditionalistes, c'est d'apporter ces connaissances-là pour que l'humanité, encore une fois, aille plus dans l'ordre et moins dans le désordre. Et que les gens deviennent plus apaisés et moins, je dirais, moins frustrés, quoi. Alors, j'entends que la physique quantique, alors, vous me corrigerez, hein, je suis pas mon domaine, mais j'entends que la physique quantique, effectivement, met en quelque sorte de la lumière, si je peux parler comme ça, sur l'immatériel. Mais est-ce, est-ce que, est-ce qu'on peut attendre également de la physique quantique que parallèlement, qu'elle permette également par rapport au réel, d'apporter des solutions au-delà de montrer, de mettre la lumière sur l'immatériel, mais est-ce que ça peut aussi servir le réel, en fait? Comment la physique peut aider également à servir le réel? Pourquoi je dis ça? Parce que justement, j'ai l'impression que la tradition travaille davantage sur l'aspect quantique, je pense. Non, ça fait sens, mais c'est ce qu'on essaye, c'est ce que les physiciens modernes essaient de montrer avec l'ordinateur quantique. Ils montrent qu'on peut avoir des applications réelles au niveau de l'ordinateur quantique. C'est-à-dire que l'ordinateur classique qui utilise ce que je dis, le 0 et le 1 pour encoder l'information, et l'ordinateur quantique qui utilise ce qu'on appelle le qubit, c'est-à-dire qu'il utilise un état superposé pour pouvoir encoder l'information. C'est possible. Mais moi, je pense que en tout cas, avec les connaissances actuelles qu'on a de ce que c'est que la physique quantique, nous sommes face à un mur. Parce qu'il faut vraiment changer de paradigme. C'est-à-dire que changer de paradigme, pas juste la façon de penser, mais même la façon d'être, pour que nous puissions vraiment rentrer dans ce qu'on appelle la modernité. Puisque, puisque, comme je disais tout à l'heure, je disais que la science moderne a mis de côté la métaphysique. C'est-à-dire que elle a mis sur le banc la métaphysique ou l'invisible en disant que ce qui est invisible n'a aucun effet sur le réel. Alors qu'on se rend compte que tout est invisible en fait. Que ce qui est visible, la matière n'est qu'une infime partie de ce qui est immatériel. Mais pour ça, c'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans la science moderne, il faut revenir à nos traditions, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'harmoniser son être avec la nature. Parce que tout naît de l'observation de la nature. Nos ancêtres, nos vieux au village, ils ont tous observé la nature et c'est comme ça qu'ils nous ont appris comment se soigner, comment construire, comment vivre. C'est de la nature que les premiers principes physiques ont découlé. Et je pense que si nous autres, comme on veut s'appeler moderne, ce qui n'est pas le vrai mot, mais si nous voulons vraiment revenir à la vérité ultime, c'est-à-dire à la vérité indépassable, on doit s'harmoniser avec la nature. C'est-à-dire qu'il faut, ce que je disais, faire un travail réflexif et non pas faire un travail sur la matière. Et c'est ça le paradoxe qui est posé. Le paradoxe qui est posé, c'est que tant que les physiciens, tant que la science moderne ne s'intéresse pas au domaine de la visible de manière, avec les deux pieds, de manière formelle, on va continuer à tourner autour des électrons, des atomes, des protons, des bosons. C'est-à-dire qu'on va tourner autour de la chose elle-même, mais on n'arrivera jamais au cœur de la chose. Parce que ce qui se trouve au cœur de la chose, c'est le démiurge. C'est ça que les scientifiques ne veulent pas dire. Qu'est-ce qui se trouve au cœur de l'invisible? Bah, c'est le démiurge. Quand on dit que la matière, l'énergie noire, qu'on correspond à 95% de la matière, c'est quoi ça? Ce n'est pas juste une énergie au hasard, c'est le démiurge, c'est-à-dire c'est l'ancêtre primordial, ça veut dire c'est le créateur si on peut utiliser le terme de dire créateur.
parce qu'on ne sait même pas si créature il y a, on sait juste que ce sont des caractéristiques du démiurge. Et dans un de mes textes que j'ai écrit dans un ancien livre, je dis que Imana, c'est dans ma langue, c'est le démiurge, c'est-à-dire c'est Dieu, est une série infinie. C'est-à-dire que on ne peut approcher Imana que par ses attributs. Parce que lui-même est insondable. C'est l'immensité. Il est insondable. On ne peut pas s'approcher. On ne peut l'approcher que par ses attributs. Et ce que nous dit la tradition nous dit que on ne peut approcher Dieu que par les ancêtres. Et c'est eux qui envoient l'information à la divinité. Et nous-mêmes, pour comprendre effectivement la physique quantique, il faut qu'on aille vraiment de pied ferme et qu'on s'attaque aux attributs en fait de la divinité. Qu'on essaie de comprendre que c'est la divinité qui est au cœur de sa création. Et le problème, et ça c'est un problème, c'est un paradigme fondamental. C'est-à-dire qu'il faut lier la science avec la spiritualité, ce que la modernité ne veut pas faire. Et c'est là que je dis que c'est à nous autres, les peuples premiers, que j'appelle comme ça, de faire ce pont-là entre cette science moderne et ce passé lointain, ces traditions qu'on appelle traditions antiques, comme on veut l'appeler. C'est à nous de faire ce pont-là et de faire une jonction pour qu'on puisse effectivement équilibrer les deux pôles. Pour moi, c'est la façon dont on vit dans le monde moderne, c'est comme si on vivait avec une seule partie de son cerveau. On vit avec son cerveau droit qui est logique, qui est cartésien, et on oublie le cerveau gauche qui est plutôt artistique, qui est plutôt intuitif. Et il faut faire cette liaison, il faut faire ce pont pour que l'être humain ou l'homme soit apaisé. Et cet apaisement viendra quand il y aura cet équilibre entre ces deux pôles ces deux pôles qui fondent la matière, qui fondent l'être humain. Et c'est ce travail qu'on doit faire. Ce travail, c'est un travail philosophique, spirituel, et après, de là découlera les connaissances abouties. Très bien, très bien. Alors, à titre individuel, monsieur Mutabazi, est-ce que vous, par rapport donc à cet ouvrage, hein, que je recommande, hein, euh, est-ce que vous avez des projets, des attentes? Et là, je parle quand je dis en tant qu'individu, mais je parle là à l'ingénieur que vous êtes, hein. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont à plus ou moins long terme, peu importe, mais voilà, est-ce que de votre savoir, de ce que vous avez appris à l'université, de ce que vous allez pouvoir développer, puisque vous allez au-delà donc du travail, des connaissances académiques, est-ce que vous avez des projets? Oui, en fait, je m'inscris dans une démarche qui consiste à faire de la transmission. C'est-à-dire que, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, je vous entends très bien. Ok, super, super. Donc, je m'inscris dans une démarche qui consiste à faire de la transmission. Mon, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est-à-dire que je suis tombé par mes recherches, sur un livre d'un père blanc qui s'appelait De la guerre, qui écrit le Rwanda ancien. Et en lisant ce document de 700 pages, je me rends compte que nous avons des traditions, nous avons des cultures, nous avons des connaissances, nous avons des savoir-être, des savoir-vivre millénaires qui existaient avant la colonisation. Et les peuples vivaient en paix, vivaient en harmonie. Bien sûr, il ne manquait pas de guerres, mais il y avait cette cohésion qui existait. Je me suis dit, c'est dommage que, avec la colonisation, on ait oublié qui nous sommes réellement. La colonisation a voulu effacer un pan de notre histoire. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est à nous autres, hein, les Africains, de pouvoir présenter cette histoire, encore une fois, non pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, pour que nos enfants puissent partir sur des bases solides. Et mon projet que je compte faire cet été, c'est effectivement faire une forme de bande dessinée sur la tradition du Rwanda ancien. Montrer comment c'est-à-dire que comment les vieux transmettaient le savoir aux jeunes, qu'est-ce qui était acceptable, qu'est-ce qui n'était pas acceptable de faire, le respect des anciens, la générosité, le partage, montrer par les enseignements comment est-ce que cette tradition se transmet.
Et je pense que c'est fondamental parce que, comme je dis, avec la colonisation et l'esclavage, notre histoire est devenue comme un rêve lointain. Alors que nos traditions sont bien là. Elles ne demandent qu'à être suscitées, je dirais, qu'à être propagées et à être étudiées. Et c'est ça le devoir qu'on a à faire. Parce que il y a beaucoup de choses. Comme je disais avant, je disais que le monde, c'est-à-dire que Osiris, c'est grâce au surplus d'ordre que le cosmos a pu émerger. C'est-à-dire que l'ordre a combattu le désordre, et c'est par ce surplus d'ordre-là qu'il a pu avoir un ordre dans le cosmos. Et on doit vraiment œuvrer dans ce sens-là. On doit essayer d'apporter un peu plus d'ordre qu'on a trouvé pour que le cosmos puisse être apaisé, être équilibré. Et c'est ça c'est plus un devoir et une obligation, parce que nous avons nos enfants et nous partirons et nos enfants resteront là. S'ils n'ont pas ces bases-là pour continuer ce cheminement-là, ça sera un échec pour nous tous. Et je pense qu'on a eu assez d'échecs comme ça par le passé, et il faudrait faire ce qu'on appelle la renaissance, ce que je pense que Cheikh Anta Diop a fait de manière très solide, c'est-à-dire faire un pont entre l'Antiquité et la modernité. Et c'est ce que moi j'ai fait dans mes travaux, c'est vraiment ce qui m'a mis à montrer que le passé n'est pas si lointain que ça. Le passé est encodé dans nos gènes, il faut juste raviver ces mémoires-là pour transmettre ce qui est encodé dans nos gènes. Voilà. Très bien. Non, mais je pense que, voilà, comme je le dis, hein, vraiment, j'incite, je conseille à beaucoup de gens de prendre, d'acquérir cet ouvrage-là. Bah, d'ailleurs, on arrive au terme et je vous remercie en tout cas pour cette présentation, Monsieur Moutabazi. Est-ce que qu'est-ce que vous pourrez dire aux lecteurs, aux personnes qui s'intéressent à la science, dont il est question aussi dans cet ouvrage? Qu'est-ce que vous pourrez dire à toutes ces personnes pour les inciter vraiment à acquérir cet ouvrage? Et voilà, je vous laisse le dernier mot que vous pourrez dire aux potentiels lecteurs afin de les y intéresser. En fait, mon message, il est très simple. Ça veut dire que il faut, c'est comme un réveil. C'est-à-dire que il est temps que, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a plus d'informations qui est encodée en nous. Et il faut rêver cette information-là et la transmettre. Parce que nous sommes plus puissants que nous ne le pensons. Malheureusement, la vie que nous vivons, hein, la vie, le métro, boulot, dodo, ou tend à nous faire penser on est limité qu'à ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut raviver en nous, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut partager, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encodées en nous. Et pour pouvoir effectivement décoder ça, il faut faire un travail réflexif. Et ce que moi j'ai fait, je ne suis pas le meilleur des scientifiques, je ne suis pas le meilleur des ingénieurs, mais j'ai appris des choses et je me suis dit, quitte, quitte à comprendre certaines choses, je veux que les autres aussi fassent ce chemin-là en commençant par transmettre ce peu que je connais. Et si chacun fait ça, cette part-là, je pense que, comme nos comptes comme les comptes qu'on a de chez nous, si chacun met, ce sont les grains de riz qui font le sac de riz. Si chacun met sa main à la pâte, on arrivera plus rapidement à la renaissance et on pourra donner quelque chose de fondamental à la génération qui nous suivra. Donc, ce que j'appelle vraiment, c'est un réveil collectif. Ça veut dire, vous savez des choses, vous connaissez des choses, et c'est juste de travailler dessus pour pouvoir les transmettre. C'est tout. Dans votre langue, ça se dirait comment, le proverbe? Ah, comment j'ai été, attendez. Dans ma langue, le riz se dit umucheri. C'est-à-dire que le sac se dit sanduku, ça, comment on dirait un sac? Mufuka. C'est-à-dire que, comment je dirais? Mais j'aimerais trouver un proverbe qui est beaucoup plus approché. Mais voilà, je dirais, non. Là, vous me prenez à dépourvu. Oui, tout à fait. Alors, pas forcément un proverbe, mais simplement ce que vous avez dit là en français, hein, le dire simplement dans votre langue Ah maternelle. oui, oui, donc, icyo ngiye nifuza, icyo mpamagarira abantu ni ukumenya no kwimenya. Ça veut dire que hari ibintu byinshi tubitse muri twebwe, hari
des connaissances tuzisema très bien ariko icyo tugomba gukora ni ukugira ngo izo connaissances tuzitransmete tuzitange abantu bashe nabo kumenya no kubyutsa ibyo bafite muri bo. Donc ibyo nifuza ni uko rwose abantu bagire umutima wo kwimenya, umutima wo kwiyumva n'umutima wo gutanga ibibarimo quoi. Voilà. Très bien, ça sera le dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Mutabazi. Merci beaucoup, Monsieur Fouillet, pour votre temps. C'était super, merci. Très bien. Alors, j'ai entendu, dans ce que vous avez dit dans votre langue, j'ai entendu Mutima. Oui. Et c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur, oui. Bah, dans ma langue aussi, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que je tenais à ce que vous dites, parce que on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont nos ancêtres, on est tous un seul. On est tous un même peuple. Très bien, Monsieur Mutabazi. Donc, on va mettre un terme là. C'est bien, on a respecté hein, les 16 heures. Comme ça, je vais vous libérer. Je vous souhaite comme on dit chez nous, Asante Amani. Asante Amani. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.